Bonjour Léo. Bonjour. Alors raconte-nous un peu, quel est ton médium artistique? Alors à l'heure actuelle, je fais plutôt de la sculpture, enfin du volume, de la peinture, un peu de photo, mais majoritairement ouais, du volume. Donc je travaille de la céramique que je mélange à du métal, à de la pierre volcanique, en vrai à plein de médiums assez différents. Ok. Et comment t'as commencé? Alors comment j'ai commencé? Ça a commencé très tôt. Après je sais pas où on place le commencement, mais en tout cas le commencement de la création, c'était, on va dire, j'ai commencé depuis que je suis petit, je dessinais, et très vite, je suis rentré en cours de dessin parce que j'étais passionné, je faisais que ça en cours et après avec le temps, ça s'est formalisé par la peinture et puis plus tard, quand je suis rentré en école d'art, j'ai découvert la, le métal en fait, plus que la sculpture. En fait, je suis arrivé à San Martin à l'époque. Et je t'avoue que la première année, en fait, où je suis arrivé, je parlais pas anglais, j'avais pas de repères. J'arrivais dans un nouveau système, le système anglais. Il y avait rien de concret pour moi. Il faut savoir que San Martin, c'était une école. C'est une école qui est assez conceptuelle. Contrairement un peu à l'éducation qu'on a en France euh, dans les écoles d'art. Donc je me retrouvais devant des Anglais qui parlaient des heures sur leur travail alors qu'ils avaient rendu feuille blanche avec un trait sur le côté. J'étais en mode mais comment ils font? Moi je parle pas anglais. J'étais du père. Et là, donc cette première année, je suis tombé sur un, comment on appelle ça? Il y avait un studio parce qu'il y avait plein de studios dans l'école. Donc il faut imaginer, il y avait le studio de plâtre, t'avais le studio photo, le studio vidéo et t'avais le studio métal. Donc moi, j'ai découvert sur le studio métal, j'étais en mode waouh, trop bien, des machines, j'étais obnubilé quoi. Et il y avait ce mec qui était un. En fait, faut savoir que quand je suis arrivé en Angleterre, pour moi les Anglais, j'avais un peu de mal. C'est-à-dire que je trouvais qu'en fait c'était tellement une culture qui est assez différente de la mienne, de la nôtre. Je l'ai trouvé froid et un peu, comment dire, superficiel. Et donc j'avais un peu de mal à créer des liens avec les gens. Et je suis tombé sur ce vrai cockney, tu sais, très populaire, qui buvait en cours, qui fumait des clopes, virait des gens de. Qui était juste vivant, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, quand je l'ai vu, j'étais en mode, waouh, c'est qui ce mec? Et en fait, c'est limite par fascination pour cette personne que bah, il y a un mélange en fait. Et donc en fait, je me sentais bien dans ce studio. Mhm. Et aussi le fait que je pense que la sculpture m'a permis de pouvoir faire des travaux que j'ai, comme j'avais pas le niveau en anglais, il était très dur genre de pouvoir expliquer des heures mon travail. Donc c'est, on va dire que le concret de la sculpture m'a permis en fait, de libérer ma parole avec la matière. Ok, trop bien, hyper intéressant. Et tu as fait beaucoup de voyages. Quel était ton premier voyage qui vraiment t'a, comme un momentum dans ta vie, qui a changé ta perception des choses et qui t'a aidé à vraiment t'orienter vers un esthétisme, enfin ton identité artistique aujourd'hui? Je pense que le vrai, ouais, avant-après, c'était la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bah, d'ailleurs, c'est un peu en fait, faut s'imaginer que quand j'ai fini cette école à Londres, la Centrale Saint Martin, j'ai une proposition de la Royal College of Art pour continuer à étudier. À ce moment-là, j'étais en mode, c'est super l'école, mais on passe à autre chose. Et moi, donc je suis passionné d'anthropologie, donc je lisais plein de livres, et à chaque fois, tu avais le nom Papouasie-Nouvelle-Guinée qui revenait à chaque fois. Un livre, deux livres. À la fin, j'étais en mode, mais il faut que j'y aille. Et donc, en fait, je me suis retrouvé dans le truc où on m'a appelé pour faire un master, mais moi, j'étais en mode, non, moi, je veux, entre guillemets, apprendre d'une autre manière. Et donc, j'ai pris un billet pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et je suis parti pendant 4 mois seul dans différentes tribus, communautés un peu partout en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et comment t'as organisé ce voyage? Alors, je l'ai alors, organisé, je sais pas, mais j'ai fait des recherches un peu avant. J'ai parlé à des. En fait, il y a eu plein de trucs. Bah, j'ai parlé à des gens qui avaient des sites, j'ai lu pas mal de. En fait, j'ai un peu mélangé toutes les données. C'est-à-dire que un moment, je voulais, par exemple, ouais, un moment, je voulais rejoindre une communauté
en fait, en faisant des recherches, donc je faisais des recherches sur toutes les communautés, j'avais trouvé cette communauté qui est dans le sud de la Papouasie, qui était une tribu où je voyais qu'ils faisaient des prières en hébreu. Ah, waouh. Et j'étais en mode, c'est quoi ce truc? Donc t'imagines genre vraiment la tribu papou cliché, genre vraiment peinture, plumes dans les bijoux, et qui fait une prière en hébreu. J'étais en mode, mais il faut que j'aille les voir, genre, et c'est sûr que c'est quoi ce bail en fait. Et donc je fais des recherches et je trouve un professeur à SOAS, qui était un professeur en tribu perdue. Donc et je lui envoie un message. Je lui dis voilà, je m'appelle Léonata, blablabla, je fais des recherches, je suis issu de cette école et j'aimerais bien aller en Papouasie et je veux aller dans cette communauté. Comment je fais? Expliquez-moi, et c'est quoi qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça se fait qu'au fin fond d'une île entre l'Australie et l'Indonésie, il y a des mecs qui font une prière en hébreu? Et une semaine après, je reçois un mail, genre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce mec, bref. Il écrit plein de livres. Okay. Et il m'envoie un mail, il me dit Léo, genre, ne va pas là-bas, c'est super dangereux. En plus, tu vas être très déçu. Et là, il m'explique leur histoire, qui m'a pas du tout déçu, que je trouve extraordinaire. Il m'explique qu'en fait, cette communauté a adopté le judaïsme, mais par inadvertance, dans le sens où, quand il y a eu la colonisation de la Papouasie par les Australiens, tu as des religieux australiens qui sont venus et qui sont arrivés dans cette tribu. Et ils ont vu que cette tribu, ils avaient le nez crochu, ils avaient les cheveux frisés. Donc ils leur ont dit, par antisémitisme, qu'ils étaétaient juifs. Et donc eux, de l'autre côté, ont pris cette histoire et l'ont incorporée à leur... c'est-à-dire que eux, d'un côté, on leur dit qu'ils étaient juifs, mais tu vois, genre... c'est n'importe quoi, tu vois. Et eux, ils se sont identifiés, et avec le temps, maintenant le chef de la tribu, il a Internet, il a un portail avec Internet, et donc il chope des prières à droite, à gauche, et donc t'as un espèce de syncrétisme entre la culture papou et un proto-judaïsme, tu vois. Et donc c'était assez drôle, et je lui dis, et il me dit... et moi je lui dis, bah trop bien, moi ça m'intéresse, dans tous les cas ça m'intéresse. Mm-hmm. Et je lui dis, bah genre mets-moi en contact avec le chef spirituel de là-bas. Il me dit vas-y, je t'envoie le mec et tout, je t'envoie le mail de celui qui s'occupe. Donc il m'envoie le mail et là je me retrouve à envoyer un message bon basique. Donc comment je fais pour venir, ça m'intéresse, nanana. Et le mec il m'envoie un mail avec un anglais basique de fou, avec écrit Don't come, dangerous, Savile War, crocodile, que des mots genre qui font peur, en mode genre c'est pas le bon moment. Mm-hmm. Et j'étais en mode bon bah on va voir quand je vais être sur place. Et quand j'étais sur place, au final je suis pas allé. Ah, okay. Non, j'ai pas été dans cette région parce qu'en fait pour y aller, en fait il faut savoir que la Papouasie c'est un pays où t'as les villes et les régions en fait sont pas du tout reliées par aucune route. Donc le seul moyen c'est soit tu prends des avions, puis tu marches, puis tu prends des trucks, puis tu prends des pirogues. Et en fait pour y aller il fallait prendre un avion. Parce qu'en fait il faut savoir que la Papouasie c'est encore une région où tu as comment on appelle ça, des communautés chrétiennes évangélistes qui viennent convertir les tribus animistes. Et donc en fait ces évangélistes ils ont vraiment un peu la main mise sur les c'est-à-dire que c'est des lignes d'avion qui appartiennent à ces groupes chrétiens. Donc pour y aller, tu es obligé de prendre donc, ces lignes privées. Puis je devais faire quoi? Je devais faire 3 jours de pirogue et ils me disaient qu'ils étaient en Savile War et tout. Donc j'étais en mode bon, en vrai là j'étais... Et surtout que j'avais commencé, j'étais trop bien là où j'étais. Et... Donc ça, c'est pas fait. Mais à faire. Mais justement, ton intérêt pour ce métissage, entre guillemets, tu l'emploies pas mal dans ton travail. Enfin, c'est ce qui t'intéresse, de trouver un lien un peu entre les différentes cultures. Disons que ça, j'aime, on va dire, aller très très loin pour revenir très très près. Ça veut dire que dans ma recherche, il y a ce désir de découvrir, entre guillemets, les autres communautés,
pour faire des recherches sur mes origines, mon origine, ce que je pense être. Et donc voilà, ça se fait entre aussi bien des voyages en Papouasie-Nouvelle-Guinée que des retours en Tunisie, que des, je sais pas, aller dans l'Atlas marocain, que l'Amazonie. On va dire que ça va un peu dans tous les sens, mais je pense qu'il y a un sens. Et pourquoi tu as cette envie assez intense de faire tout ça? Je pense que venant d'une famille où il y a eu énormément de mélange, où l'identité c'est assez important, je pense que la question elle a toujours été sur la table. C'est-à-dire que tu te retrouves chez ta grand-mère à manger, je sais pas, un couscous, une keila, et tu vas dans l'autre côté de ta famille, c'est pas la même nourriture, c'est pas les mêmes mots. Donc en fait, tu dis, mais où je me place? Tu vois, je suis français, je sais que mes parents ils viennent d'autre part. Ils viennent d'où? Est-ce que tu peux nous donner plus de Alors, détails? ouais. Du côté de mon père, ils sont tunisiens. Donc de Tunis, la capitale. Et du côté de ma mère, c'est un peu plus compliqué. Donc sa mère est d'origine juive ashkénaze, donc d'Europe de l'Est, de Pologne. Mais ils sont arrivés assez tôt en France, donc avant la guerre. Et son père et ma mère est du Maroc, de Casablanca, mais à l'origine du sud du Maroc. Ah oui, donc t'as vraiment, même parmi tes grands-parents, un mélange déjà... Ouais, le mélange s'est même fait... Avant, ouais. Mais même en vrai, même du côté tunisien, il y a eu des mélanges. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte parce que nous, aujourd'hui, on a l'impression que les pays sont faits, tu vois. Mais à l'époque, que tu venais d'un quartier de Tunis ou d'un autre, que tu venais d'une famille plus ou moins aisée, c'était déjà un mélange. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. Et il y a même, à ce qui paraît, des ascendances italiennes du côté tunisien, mais tous les Tunisiens se reconnaissent dans cette hypothétique origine italienne que ce fantasme. Vu que maintenant tu as une certaine maturité acquise par tes études, par tes voyages et par toutes les œuvres qui ont déjà été réalisées. Je sais pas si je suis mature, mais... non, mais une certaine maturité. Peut-être. Plus que avant tes voyages ou... Oui. Et j'aime beaucoup ce que tu dis justement sur l'idée d'aller très loin pour mieux se comprendre en fait d'où on vient. C'est aussi quelque chose que je pratique. Et je me demande souvent en fait comment t'arrives à... Comment toi par exemple tu définis ton identité d'aujourd'hui après être passé par plusieurs expériences qui forcément ont changé ton identité. Et tu peux même le voir par rapport à ton milieu d'origine, que justement tout ce que tu as fait t'a un peu différencié peut-être des autres. Comme on a nommé ce podcast Identité nomade, comment tu gères justement ce nomadisme un peu identitaire? J'avoue qu'au début, je m'identifiais, on va dire, seulement par ce que mes parents et mes grands-parents étaient. Je me disais, je m'intéresse à ça et je m'intéresse à ça. Mais avec plus de recul, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que je me rends compte que, en fait, toutes ces rencontres, tous ces voyages, ça t'influence obligatoirement. Et surtout, en fait, que mes grands-parents, leur culture et en fait, toute culture, en fait, en faisant un peu de recherche, tu comprends que la recette de ta grand-mère qui paraît être la recette... limite la recette de l'origine, je veux dire, comme si ta grand-mère elle avait la recette depuis 2000 ans. En fait, tu comprends que même ton arrière-grand-mère, elle avait une recette différente, même ton arrière... Et que, en fait, chaque génération ajoute un petit quelque chose à sa culture. Et en fait, tu comprends vite que ta culture aussi n'est pas figée et aucune culture n'est figée, donc la tienne encore moins, en fait. Tu comprends que, voilà, que... Donc, en fait, tu prends un peu de recul et t'es en mode, bon, peut-être je suis ça, mais détente. Ouais. Non, je peux être plusieurs choses en même temps. Tu peux être plusieurs choses. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à essentialiser les identités. Mais parce qu'en fait, les gens, ils ont peur que... Comme si les cultures pouvaient s'opposer, un espèce de clash de civilisation. Alors que tu peux en ajouter, tu vois. C'est un club sandwich, la vie. Ouais. Tu t'ajoutes des couches, mais mets du fromage, du jambon, fais-toi kiffer, tu vois ce que je veux dire. C'est nos limites. Oui, justement, de ne pas se définir par rapport à
une seule chose. Parce que justement, c'est ce qui Mais en fait, peut nous c'est ce qui... diviser, en fait. En fait, ouais, c'est ce qui ajoute du problème. C'est du moment où tu crois que c'était vraiment comme ça et que tu es ça et que tu représentes ça, tu deviens... tu deviens l'extrême... En fait, tu deviens juste un extrémiste. Oui. Et les gens ne se parlent plus et après, franchement, ça devient boring, quoi. Et toi, justement, à travers ton art, t'arrives à quand même réunir des gens assez Ouais, bah, je pense... différents et de... Ouais, bah, à travers je pense que... Ou même ta vie, en fait, tes choix, t'arrives à justement créer autour de toi cette... Bah, je pense quand je peux avoir ma grand-mère à mon expo et mes potes du monde entier à la même expo, je pense que, ouais, il y a un truc qui passe. Peut-être que ma grand-mère est là pour me faire plaisir, hein, mais en tout cas, le reste... super, Léo. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que... En tout cas, je sens que cette recherche est une recherche qu'on a tous. On peut venir du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Europe, de tout. On a tous cette obsession de là où on vient. En fait, on est des humains. On a une obsession, même sans parler d'origine, de pays, de région. Juste, je veux dire, toute la vie et je sais pas, genre, tu t'ouvres n'importe quel peuple se définit par une naissance, tu vois ce que je veux dire. Même quand genre, combien il y a d'articles en sciences qui sortent chaque semaine en disant ouais, j'ai découvert le dernier homme, il est au Maroc, non, il est en Éthiopie. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'humain est obsédé par ce commencement. En fait, t'es obsédé par le zéro. Même si ce zéro, en fait, tu comprends vite qu'il n'y a pas de zéro, en fait. C'est juste... En tout cas, il n'y a pas de vrai début. En tout cas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Ouais. Tout le monde peut s'identifier un peu à ça. Et comment on pourrait faire justement aujourd'hui pour délivrer ce message un peu? Pour pacifier un peu sans être trop idéaliste. Bah, je pense que déjà, il y a rencontrer physiquement les gens. Ouais. Je pense que ça serait déjà la première chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve à parler, à commenter avec des gens du monde entier qu'on n'a jamais vu. On se permet de dire des choses de chaque côté méga intenses, même si on les pense pas. On veut juste être dans la provoque. Donc juste poser un peu ses portables, aller au café en bas de chez soi, parler au mec qui est un peu plus jeune que toi, parler au mec qui est un peu plus vieux, même si... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que tout ça, ça calmerait beaucoup de choses. Si les gens, ils étaient un peu plus... en fait, dans le vrai. Parce que t'as... Même si politiquement, même si tu manges avec un mec, manges avec un mec. Tu rigoles, il a des parents, il a sûrement des enfants. Il est pas très différent de toi, en fait. Donc, un bon plat, ça met tout le monde d'accord, je pense. Un club sandwich? Un club sandwich, ouais. Ouais. Et je me demandais comment, en fait, à travers tes œuvres, tu arrives à traduire justement cette transmission familiale, puisque j'ai vu à travers tes textes sur Instagram ou ce que tu racontes que justement la présence de toutes ces histoires parmi votre famille a été très importante pour toi, aussi tes cousins, tes cousines, et chacun de vous en a fait quelque chose. Bah ouais, non, ce qui est vrai, c'est que ces histoires familiales, elles ont une vraie importance dans l'acte de création. C'est-à-dire que l'histoire... En fait, moi, mon arrière-grand-mère a été déportée à Auschwitz. Et donc, elle est encore vivante. Et elle a toujours raconté son histoire, aussi bien dans les écoles qu'avec nous. Moi, il y a 3 jours, j'ai dîné avec ma grand-mère. Et elle m'a encore parlé d'Auschwitz. Et je veux dire, c'est toujours quelque chose qui a été très important. La transmission, le devoir de mémoire, elle a toujours été très important donc de mon côté ashkénaze. Et de mon côté tunisien, tout le temps mes grands-parents ils me parlaient de cette Tunisie, de ce qu'on mangeait, mais nous on mange encore tunisien, donc il y avait toujours un peu on va dire ce pays et ces paysages qui étaient sans cesse réimaginés par leurs paroles. Mais par contre, en fait, je trouvais que cette culture, elle avait été un peu mise de côté, un peu comme si c'était une culture un peu anecdotique qui se composait seulement de petites histoires à la goulette, de la mer Méditerranée, de l'odeur du jasmin. Et en fait, je voulais que ces souvenirs, en fait, ils fassent histoire. Et donc, en fait, j'ai fait aussi bien des recherches En fait, je voulais que cette petite histoire devienne un peu plus grande. Parce que c'est une histoire d'une minorité dans un pays colonisé. Ça veut dire que, aussi bien du côté français que du côté tunisien, aujourd'hui, c'est une histoire qu'on raconte
pas plus du tout, en fait. C'est-à-dire que l'histoire des minorités aussi bien juives que noires en Tunisie, en fait, ils sont pas dans le roman national tunisien. Aujourd'hui, tu ouvres un livre d'histoire, on ne parle pas de ça. Donc pour moi, c'était important que cette histoire, en fait, ne meure pas avec mes grands-parents. Et donc, j'ai voulu, avec plein d'amis à moi, il y a Big Up à Camille Lévy qui vit à Tunis aujourd'hui, à Cléo Cohen qui font un travail extraordinaire autour de ça, aussi bien par le documentaire que par les expositions, bref, par plein de choses. Et il y a il y a un peu cette génération on va dire, qui se reconnecte à ses origines. On dit souvent qu'il faut 1 ou 2 générations pour même aussi bien, je pense que nos grands-parents ont plus tendance à s'ouvrir à nous qu'ils l'ont fait à nos parents. C'est-à-dire qu'avec nos parents, ils étaient plus dans un désir d'assimilation. Ils étaient dans un désir ils sont arrivés en France, il fallait travailler, il fallait manger, quoi. Ouais. Et donc nous, aujourd'hui, on a eu accès à nos grands-parents qui sont juste bien aujourd'hui et qui nous racontent leur histoire et qui ont plus ce problème. Et donc nous, on se retrouve face à ça et aujourd'hui, on sent que c'est pas éternel. Et on va dire que peindre ces scènes et surtout aller sur place, revoir les enfants des amis de mes grands-parents qui étaient en Tunisie, me refaire des copains tunisiens qui se posaient 1000 questions sur qui étaient les voisins qui ont quitté dans les années 70. Et donc là, c'est assez drôle. Aujourd'hui en Tunisie, t'as toute une mouvance aussi bien de musulmans tunisiens que de juifs tunisiens qui se retrouvent à Tunis, à se poser des questions, mais ta famille elle vient de là-bas, ta famille elle vient de là-bas, et c'est super beau en fait. Mhm. Et en fait, là je suis parti dans un truc. C'est bien. Oui, je pense qu'il y a un désir profond, justement, surtout avec notre génération, de se reconnecter au passé. Un peu comme si on avait peur de perdre quelque chose et on veut je sais pas comment on peut l'expliquer par des mots, mais... Ouais, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec, entre guillemets, la globalisation, on a cette peur on le voit, on devient un peu tous pareils, donc il y a un peu ce retour à, entre guillemets, qui on est vraiment, et parce qu'on veut pas tous manger des McDo, et voilà, tu vois. Et donc il y a vraiment ce désir que, on a l'impression que nos grands-parents, ça sera, entre guillemets, les derniers qui seront un peu authentiques, tu vois. Ouais, qui nous racontent. Ouais. Et je pense que toute cette nouvelle génération, on est un peu on a cette recherche d'authenticité, même qui est... De preuves aussi, d'images, de textes, de Exactement. lettres, etc. Et je pense que dans beaucoup de régions, en tout cas moi je parle pour mon cas de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est une histoire qui a été vachement... en fait, qui n'a pas fait histoire. C'est comme si c'était des... Et donc je pense que pour nous, c'est important de... je sais pas si c'est un acte de représentation ou c'est juste de savoir que en fait, il y a eu l'histoire, elle n'a pas été que dans une région du monde, mais elle a été dans le monde entier. Et que même si tes grands-parents ils étaient agriculteurs, même si qui venaient de statuts sociaux différents, d'ethnies différentes, en fait, ils ont fait histoire comme le monde entier l'a fait, tu vois. Oui, bien sûr. Et que, oui, c'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense que quand nos grands-parents sont arrivés en France, ils voulaient tellement s'assimiler que la question de raconter des anecdotes n'était même pas là. Enfin, c'était... Ouais, ouais. En tout cas, ils racontaient, mais je pense il fallait vite passer à autre chose, entre guillemets. Oui, et je pense qu'après, pour pas tomber dans une nostalgie. En fait, limite, nous, on romance énormément ça. Et il y a une nostalgie qui est agréable, à la limite, parce qu'on s'imagine des scènes, même, je sais pas, quand nos grands-parents nous racontent, quand ils faisaient la fête avant. Moi, je sais que c'est un sujet que j'adore. Je peux passer des heures à écouter ce genre d'histoire. Ouais, je pense que, en fait, déjà, chaque famille a une histoire qui est assez différente. Moi, j'ai des amis à moi, leurs grands-parents sont très nostalgiques, ils n'ont jamais réussi vraiment à faire leur vie après l'Afrique du Nord. T'en as d'autres qui sont vraiment... qui sont passés à autre chose. Mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, chacun a essayé de trouver un chemin pour essayer de... donner sens. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours facile, c'est toujours très difficile de
juste de bouger d'un pays. Et donc, t'as un peu deux manières de... Soit tu vis sur ton passé, ou soit t'oublies tout. Après, il y a 1000 manières, mais Oui, ce que je veux te dire, c'est que chacun essaye de faire avec, quoi. oui, bien sûr, ouais, de construire. Bah, par exemple, toi, donc il y a une grand-mère qui a été déportée, elle a décidé de construire, elle est Bah, en rentrée. fait, elle a décidé à un moment, ouais. Sauf que ce moment, ça n'a pas été directement. Quand elle arrivait en France après la guerre en 45, quand elle est revenue en France, euh, personne n'en parlait et personne ne voulait C'est ça, entendre parler. C'est-à-dire que aussi bien les non-juifs que les juifs, que même les déportés, il y avait un non-dit, mais un genre tabou. pendant genre 20 ans, genre. Ouais. 20 ans, tout le monde fermait sa bouche. Et, euh, et je pense que moi, en tout cas, en fait, moi j'ai les deux cas. C'est-à-dire que ma grand-mère, je l'appelle ma grand-mère, mais c'est mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère et mon grand-père, les deux ont été déportés du côté de ma mère. T'avais ma grand-mère qui a toujours parlé, raconté, comme j'ai dit, à chaque dîner, déjeuner, elle en parle. Mais j'avais mon grand-père qui, lui, n'en parlait jamais. Ça veut dire que il n'en parlait jamais, mais par contre, la nuit, il faisait des cauchemars et il se réveillait pendant la nuit. Mais lui, par contre, c'était silence radio. Donc tu as eu vraiment cette transmission via ta grand-mère. Donc peut-être que bah Bah, disons que aussi les non-dits aussi, c'est une certaine transmission. En fait, il y a pas que je pense pas qu'il y a que les mots, que les goûts, que les. Il y a aussi, en tout cas, je pense que les non-dits font aussi partie d'une transmission. Même si c'est beaucoup plus dur et ça demande de la reconstruction. Et c'est très frustrant, les non-dits. ouais, parce que toi t'as envie de comprendre. T'as envie de comprendre, t'as envie de. Mais c'est pour ça que faire des recherches et prendre des chemins qui sont. Parce qu'en fait, quand on parle à nos grands-parents, on est dans un contexte familial où c'est toujours les mêmes. Ils te racontent toujours les mêmes histoires. Mais pas parce que. C'est parce qu'en fait, ils sont toujours entourés des mêmes gens, donc ils se rappellent même pas, juste ils sont en mode automatique. Mais il faut, genre, les amener dans des endroits différents, leur poser des questions un peu weirdo, les amener avec tes amis, parce que tes amis ils vont leur poser des questions que tu n'aurais jamais pensé ou pas osé. Oui. Et c'est comme ça qu'ils vont se rappeler vraiment. Et même, et je pense que il faut savoir recréer la surprise pour avoir des. En fait, pour que pour que nos grands-parents se replongent dans leur histoire. Et peut-être que justement le choix de la sculpture, vu que c'est assez grand et imposant, c'est un peu une réponse peut-être inconsciente à ce. Non mais c'est vrai Ouais. à se dire moi j'ai envie de créer quelque chose qui reste en fait. Ouais, mais c'est sûr que la sculpture, c'est pas anecdotique. Je veux dire, c'est là. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, cette recherche de concret, elle prend forme avec la sculpture. Oui. Donc en fait, toi, ton travail, et c'est vrai qu'on en avait déjà discuté, et j'avais bien aimé ce que tu avais dit, quand tu veux pas aussi tout expliquer, tu veux Bah, tu veux être dans l'action et tu veux dans le concret, quoi. Bah, en tout cas, je pense, il y a toute une partie de mon travail où je vais brûler. C'est-à-dire que je vais vraiment laisser la flamme complètement brûler mon œuvre, mais sans qu'il y ait aucune interaction. C'est-à-dire que parfois, je vais brûler mon œuvre entièrement, mais ça fait partie de cette démarche. Et complètement accepter ce que le feu a donné en retour. Et je vais construire sur ces trous que le feu a fait. Et Léo, est-ce que tu peux nous parler de tes futurs projets ou de projets que tu as fait récemment? Bah là, actuellement, je viens de revenir de mon installation d'exposition à Cavaillon, au Palazzo, l'hôtel d'Agar. C'est deux hôtels particuliers où là, ils mélangent des œuvres aussi bien antiques que contemporaines. Donc l'expo s'appelle Pour l'amour de l'antique. Et c'est assez fou comme lieu. C'est les deux, d'ailleurs, les deux propriétaires, ils ont une histoire assez incroyable. Il y a 5 ans, ils ont découvert que 2 de leurs tableaux étaient des Caravages. Donc c'est pas rien. Et en projet, bah, là en ce moment, on est en train de travailler ensemble sur
notre prochaine expo à Dubaï. Mhm. En novembre, novembre 2023. Et quelle sera la forme de cette expo? Tu peux nous en dire un peu plus? Bah, on a parlé de plusieurs choses et je pense que on s'est mis d'accord sur faire une expo autour les toiles qui représentent un peu le passé de mes grands-parents en Tunisie, mêlé avec mes histoires personnelles autour de voyages, aussi bien en tout cas une vie, une vie représentée par le dessin, que un repas autour du couscous. C'est-à-dire on va inviter des collectionneurs autour d'un dîner, euh, d'une table qui sera créée pour accueillir des plats qui m'ont accompagné toute mon enfance et entouré de tableaux. Donc je pense que ça va être intéressant. On a hâte. Super. Bah écoute, merci Léo vraiment d'avoir partagé ton histoire. C'était super de t'écouter parler, raconter ton histoire un peu familiale, mêlée à tes expériences à l'étranger et à Paris. Donc merci. Merci à toi.